L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Afrique Soir. Les titres. Les pourparlers entre le gouvernement malien et les groupes armés viennent de prendre fin à l'instant même à Ouagadougou. Nous serons tout à l'heure en ligne avec notre envoyé spécial Sekou Tangara pour savoir les principales conclusions de ces négociations. Le temps est suspendu en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel attend des nouvelles de Nelson Mandela. À bientôt 95 ans, l'icône de la lutte anti-apartheid a de nouveau été hospitalisée. L'éliminatoire de la Coupe du Monde au Brésil 2014, le Niger s'est incliné hier 1-0 devant le Burkina Faso. C'était au stade général Séini Kounché de Niamey. Voilà, je le disais à l'instant, les pourparlers intermaliens de Ouagadougou viennent de prendre fin à l'instant même. Nous sommes en ligne avec Sekou Tangara pour en parler. Sekou Tangara, bonsoir. Vous vous trouvez présentement au palais de Kossiam. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur, bien sûr, les principales conclusions de ces négociations? Oui, tout d'abord, Mahmoud Kaba, il faut signaler qu'un projet d'accord préliminaire a été trouvé ici à Ouagadougou. La presse ne l'a pas eu en sa possession, mais les grandes lignes ont été brossées par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassoulé. Le projet d'accord entre le gouvernement malien et les mouvements armés se fonde sur les 4 points, les fameux 4 points qui servent de balise à ces négociations. Les deux parties s'accordent, 1, sur la cessation des hostilités, 2, le principe du redéploiement de l'administration et de l'armée à Kidal. 3, la poursuite des pourparlers après la présidentielle et la mise en place des mécanismes de suivi et évaluation. Sur le principe, les deux parties sont d'accord et cet accord préliminaire proposé donc par le médiateur Mahmoud Kabagati. Alors, Sekou Tangara, ce projet d'accord dont vous venez de parler n'a pas encore été signé par le Mali. Pouvez-vous nous dire pourquoi cela? Ok, l'explication, ça peut être quoi à Kaba? Vous savez que Tibile Dramé est l'émissaire du président de la République du Mali. Il pourrait bien se dire qu'il a rempli la première partie de sa mission, à savoir imposer et faire entendre à ses pourparlers de Ouagadougou la voix du Mali sur la question de Kidal et du Nord. Et ceci étant fait, reste une deuxième et dernière partie, celle de parapher le document en question. Avant d'apposer sa signature, Tibile Dramé a souhaité se rendre à Bamako dès ce soir même, présenter le projet d'accord au président de la République et au gouvernement malien pour convenir avec eux de la démarche à suivre. Et si ces derniers jugent que le document est bon pour le Mali, certainement que dès demain, Tibile Dramé reviendra ici à Ouagadougou pour signer le projet d'accord. Ce sera soit lui ou quelqu'un d'autre officiellement désigné par le. Alors, Sekou Tangara, pouvez-vous nous dire qu'en est-il du MNLA et de l'Azawad? De toute façon, Mahmoud Kaba Diakité, ce projet d'accord sonne le glas du MNLA et du rêve d'un État dans l'Azawad. Le projet d'accord de Ouagadougou invite le MNLA à désarmer, c'est-à-dire à prendre la mesure du consensus international sur le Mali. Et selon le ministre Bassoulé, cette question ne se pose plus dès lors que le MNLA et le HCUA reconnaissent l'intégrité du territoire malien et acceptent le principe du redéploiement de l'armée et de l'administration à Kidal. Mais l'autre question, Kaba, c'est de savoir si les mouvements armés ne vont pas encore violer ces accords comme ça a été le cas le 4 décembre dernier ici même à Ouagadougou. Vous vous rappelez que des documents avaient été signés et qu'un mois plus tard, c'est-à-dire le 10 janvier, il y a eu l'attaque de Kona. Et cette fois-ci, le ministre Bassoulé pense que c'est la bonne, puisque les accords qui viennent d'être signés l'ont été sous l'égide et de la CEDEAO, et de l'Union africaine, et de l'Union européenne, et du Conseil de sécurité de l'ONU. Babou Kabadeki. Voilà, Sekou Tangara, notre envoyé spécial depuis Ouagadougou. Merci Sekou Tangara pour toutes ces précisions.
Merci, Papa. Depuis janvier 2013, suite à la recrudescence de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire malien, le pays a décrété l'état d'urgence pour contrer les actions subversives de nature à compromettre la sécurité. Dès lors, le secteur culturel et artistique souffre. Penda Ndiaye et Cheikh Tidjane Koulibaly ont enquêté là-dessus. Voyons leur reportage. Des chaises vides. Une cour vide à perte de vue. Tel est le premier constat dans ce palais de la culture, Amadou Ampateba de Bamako. Autrefois, lieu prisé des artistes et des acteurs culturels. Cette situation est due à l'état d'urgence que connaît le pays. Selon cet acteur culturel, les artistes sont les premières victimes et vivent dans une véritable impasse en ce moment. On voit les partis politiques faire le plein du palais de la culture. On ne veut pas que nos artistes se produisent. Pourquoi? L'état d'urgence n'est pas contre les artistes. Du début de l'état d'urgence à aujourd'hui, le jour où on a proclamé l'état d'urgence, on a fait le marathon à Bamako. Le palais fonctionne en grande partie grâce aux activités culturelles, a noté le directeur des lieux. Cet espace de rencontre et d'échange est muet en termes d'animation et de production. Et cela relève d'une certaine prudence, a-t-il ajouté. Nous avons tout simplement compris que cela relève d'une prudence et d'une analyse de l'état de fait, de la situation sécuritaire du pays. Le palais de la culture fonctionne en grande partie sur les activités culturelles, les manifestations. En pleine répétition, ce maître chorégraphe a martelé que les artistes souffrent de cette situation et continuent d'en souffrir. Pour lui, le plus grand problème est surtout le manque de communication entre eux et les compétentes. Nous, on aurait souhaité qu'on concerte, qu'on consulte les responsables des artistes et qu'avec le gouvernement on puisse trouver une solution pour que les artistes puissent avoir aussi un peu à rendre leur art plus productif. Pour Baba Salah, artiste musicien malien, avec cette situation, même la musique a pris un coup. Il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de concerts. Tous les artistes sont en congé forcé depuis plus de 3 mois maintenant. Donc, on n'a rien à faire. On ne fait rien d'autre chose que la musique. Et si on doit être privé de cette activité, ça va être très très difficile. Mais il faut reconnaître que les questions de nation, du pays, doivent être au-dessus de tout. Il faut rappeler que l'état d'urgence a été décrété sur toute l'étendue du territoire malien le 13 janvier 2013. Il vient d'être prolongé jusqu'au 5 juillet prochain. La page politique de cette édition nous amène dans la capitale française où le candidat du Rassemblement travailliste pour le développement, RTD, a rendu visite aux Maliens d'un foyer de travailleurs immigrés. Dr Ahmed Sow explique au micro de notre bureau à Paris les raisons de sa visite. Les travailleurs maliens qui sont à l'SCA constituent une des premières industries du Mali. Quand on regarde un peu le flux de ressources qu'ils envoient dans le pays, les projets sociaux qu'ils soutiennent dans leurs villages respectifs, il est tout à fait normal et je dirais même absolument nécessaire de venir les voir, de discuter avec eux, de voir quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés et de voir si les Maliens nous font confiance, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter à leurs problèmes. L'Observateur du Sahara et du Sahel, l'OSS, est une organisation internationale à vocation africaine créée en 1992 et établie à Tunis, une organisation intergouvernementale qui compte parmi ses membres 22 pays africains. Pour parler justement de cette organisation, je reçois sur ce plateau M. Nabil Benkatra. M. Benkatra, bonsoir. Bonsoir. M. Benkatra, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le coordinateur du programme environnement de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Alors, pour commencer, tout d'abord, pouvez-vous nous parler plus en détail de l'OSS? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et je profite pour vous féliciter de la qualité de vos prestations.
Alors, comme vous venez de le dire, l'Observatoire du Sahara et du Sahel est une organisation internationale basée à Tunis qui regroupe 22 pays membres, donc les pays circumsahariens, c'est-à-dire les pays de l'Afrique du Nord, les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'Afrique de l'Est. Alors, nos missions portent essentiellement sur le renforcement et le développement des outils de suivi environnemental au profit d'une gestion durable et rationnelle des ressources naturelles au niveau de l'Afrique d'une manière générale. D'accord. Alors, vous travaillez généralement sur deux thèmes. Pouvez-vous nous parler de ces deux thèmes? Voilà. Donc, nous travaillons principalement sur deux volets. Il y a le volet gestion des ressources en eau, avec un accent particulier sur la gestion des ressources en eau souterraines partagées. Et nous travaillons sur les questions liées à la gestion durable des terres, donc en matière de système d'observation et de suivi des ressources naturelles terrestres. Donc, concernant le volet eau, donc comme je le disais, notre première intervention principale porte justement sur le développement d'outils, le développement de modèles qui permettent une meilleure gestion des ressources en eau souterraines. Comme vous le savez, donc l'eau constitue un enjeu majeur pour ce siècle-là. Donc, cette ressource en eau partagée risque de causer des problèmes si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas gérée d'une manière rationnelle, surtout lorsqu'elle est partagée par des pays voisins. Donc, si on ne maîtrise pas cette gestion, on risque de créer des tensions entre les pays. Donc, c'est pour cela que l'OSS préconise ce qu'on appelle la conscience de bassin, c'est-à-dire que les pays voisins qui partagent une même ressource en eau essaient de la gérer conjointement d'une manière rationnelle, partagée et concertée. Donc ce travail-là se fait en Afrique du Nord, il se fait aussi en Afrique de l'Ouest au niveau du bassin de l'île Luméden. Il se fait également en Afrique de l'Est, dans toute la zone IGAD. Donc il s'agit de faire la cartographie des ressources en eau au niveau de ces régions-là et de développer des modèles et des simulations qui vont nous donner une idée sur le niveau des prélèvements et comment essayer de gérer durablement cette ressource. D'accord. Alors, je le disais tantôt, l'OSS est basé à Tunis et vous êtes ici actuellement à Bamako. Pouvez-vous nous dire dans quel cadre justement vous êtes ici? Voilà, donc l'OSS a tenu cette année à contribuer à la célébration de la quinzaine de l'environnement au Mali. Et là, nous sommes ici pour lancer 3 activités. Donc, tout d'abord, le lancement d'un nouveau projet, donc qui porte sur l'amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales. C'est un projet financé par la DDC suisse et qui couvre 7 pays de la région. Donc ça part de la Mauritanie jusqu'au Tchad. Donc ce projet-là vise le développement des outils de l'infrastructure informationnelle de base qui va permettre aux techniciens, aux décideurs, mais également à la population de se préparer pour ces changements environnementaux, et en l'occurrence les changements climatiques qui s'annoncent, pour voir comment on peut renforcer leur résilience, comment on peut renforcer leur capacité d'adaptation à ces changements climatiques. Donc ce matin même, nous avons organisé l'atelier de lancement de ce projet, auquel a participé et nous a honoré Monsieur le ministre de l'Environnement du Mali, avec également Monsieur le directeur général de l'Agence de l'Environnement et du Développement durable. Et donc c'est le premier pas que nous allons mener ensemble et c'est une activité qui se fait, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de 7 pays de la région. La deuxième activité porte sur le lancement de la deuxième phase d'un projet financé par la Banque mondiale et qui porte sur le développement d'outils pour la gestion durable des terres au Mali. Donc ça constitue une première au niveau de la région et l'objectif est de se doter d'une infrastructure informationnelle qui va permettre notamment l'estimation, par exemple, du potentiel de séquestration de carbone. Si on plante des arbres, si on gère bien nos ressources et nos systèmes écologiques, quelle serait la capacité de ces systèmes à stocker le carbone et ne pas le laisser s'échapper.
Finalement, demain démarrera un atelier de formation sur la surveillance environnementale, sur les concepts, les techniques et les outils de la surveillance environnementale destinés aux cadres maliens concernés par ces problématiques-là. D'accord. Monsieur Nabil Benkatra, merci quand même d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme environnement de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Merci, monsieur. Merci à vous. Voilà, nous continuons dans cette édition. Je l'annonçais en titre, l'Afrique du Sud retient son souffle. Toute la nation arc-en-ciel attend les nouvelles de Nelson Mandela, l'icône de la lutte contre apartheid, a une nouvelle fois été hospitalisé pour une infection pulmonaire. Les autorités sud-africaines communiquent peu sur sa santé. On sait seulement que l'état de Madiba est grave mais stable. Tous les regards sont tournés vers cet hôpital. C'est ici que Nelson Mandela a été admis samedi matin dans un état grave. Très peu de gens savent dans quelle chambre il se trouve. Le gouvernement n'a même pas voulu confirmer sa présence ici. Les journalistes attendent des nouvelles de l'ancien président. En vain. Le dernier communiqué tient en une ligne, état grave mais stable. Le mutisme du gouvernement tranche avec la mobilisation de tout un peuple. Durant tout le week-end, des messes ont été célébrées comme ici à Soweto. C'est un triste moment, mais on prie pour qu'il se remette vite. Il nous manque. On l'aime tous, le monde entier comme l'Afrique, parce que c'est une grande icône ici en Afrique, et c'est le père de notre nation. Pour tous, Mandela est l'homme qui a évité la guerre civile après la fin de l'apartheid. Des Blancs aussi lui rendent hommage. Je suis une vraie afrikaneur, nous dit cette femme, mais j'ai toujours été contre l'apartheid. Mandela ne nous a jamais tenu rigueur de cela. Il n'a jamais été contre nous. Il nous aime et on l'aime. Un prélude à la commémoration de la 23e édition de la Journée de l'enfant africain le 16 juin prochain. La coalition des organisations nigériennes de défense des droits des enfants a procédé ce matin au lancement de la 2e édition de la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations du secteur privé des médias autour de l'effectivité des droits de l'enfant au Niger. Objectif, attirer l'attention de tous, plus singulièrement l'État. Le reportage de notre correspondant au Niger, Aboubakar Sarki. La situation des enfants au Niger était au centre de cette cérémonie. Le constat est édifiant. Malgré la ratification par le Niger d'importants tests aussi bien au plan international que régional sur les droits des enfants, la persistance des abus est pourtant une réalité. Maltraitance, violence, autant de mots qui interpellent l'ensemble de la communauté. Le Niger, comme l'ensemble de la communauté internationale, s'est engagé à l'atteinte des objectifs du millénaire à travers, entre autres, assurer aux enfants un bon départ de la vie, promouvoir leur éducation, garantir la protection contre l'exploitation économique ou sexuelle, le sida, réduire le taux de mortalité infanto-juvénile. État, ONG, structures privées, médias, nous impliquer pour garantir à l'enfant son bien-être, pour bannir toute forme de violence à l'égard des enfants, pour sécuriser l'enfant. Toutes les actions du gouvernement prendront systématiquement en compte les droits des enfants afin de les préparer à assurer la gestion future de notre pays. L'application effective des droits des enfants au Niger reste donc l'enjeu majeur. De telles cérémonies, loin d'être une tribune de prise d'engagement, constituent tout de même une plateforme d'éveil de conscience des porteurs d'obligations qui doivent agir dans la durée et avec efficacité. À présent, le reste de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées par Aminata Mariko. Au Soudan, le gouvernement, à travers son porte-parole, a annoncé la suspension de l'accord de coopération et de sécurité signé entre les deux États en avril dernier. Depuis 2 semaines, le président soudanais Omar El-Béchir, lors d'interventions publiques, accusait Juba de ne pas respecter ses engagements et menaçait de prendre des dispositions coercitives. En
En Libye, le chef d'état-major de l'armée Youssef Al-Magouche a démissionné le dimanche 9 juin au lendemain des affrontements à Benghazi qui ont fait des sources médicales 31 morts et une centaine de blessés. Ces violents airs ont vu s'opposer des membres du bouclier de la Libye, une milice placée sous l'autorité du ministère de la Défense et des manifestants. L'Europe fait face à une inondation historique. En Hongrie, après avoir en partie inondé plusieurs villes dans le nord-ouest du pays, la crue du Danube a atteint son pic à Budapest dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin. Pas de morts ni de blessés pour l'instant dans le pays où plus de 1500 personnes ont été évacuées. Même si certains villages sont isolés par les eaux, la Hongrie semble avoir échappé au pire. En Iran, à 4 jours de la présidentielle, les 8 candidats en lice poursuivent leur campagne. Et du sport, avant de refermer cette édition avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 dans le groupe E. Le Niger recevait hier après-midi le Burkina Faso au stade général Seyni Kounché, battu à l'aller 4-0. Le Niger s'est de nouveau incliné 1-0 au cours d'une rencontre qu'il a pourtant dominée. Pour une rencontre prévue à 16h, la file de supporters était d'ores déjà visible à partir de 12h. L'enjeu du match pour le Niger qui recevait le Burkina était à la hauteur de la mobilisation. Dans le groupe E, en compagnie du Gabon et du Congo, une victoire du Niger lui permettrait de poursuivre avec plus d'engagement ses éliminatoires. L'engagement, le MENA du Niger en fera la démonstration pendant la première manche. Très volontaire au milieu du terrain et en attaque, les multiples assauts du Niger ne vont produire aucun effet décisif. 0-0 sera le score à la pause. Du retour des vestiaires, le Niger se fera encore plus pressant. Sa domination restera stérile face à une équipe burkinabé bien en place. Il faut attendre la 80e minute pour voir l'ouverture du score par le Burkina, signé Jonathan Pitroapa. 1-0. Un score que les Burkinabés parviendront à gérer jusqu'à la fin du temps réglementaire. Moi, je suis très content du jeu fourni de mon équipe. Je n'ai jamais vu l'équipe du MENA jouer comme ça. Je suis là depuis 8 mois ou 9 mois et le jeu produit aujourd'hui était de bonne qualité. Nous avons réussi à mettre en difficulté, en grosse difficulté même, une des meilleures équipes africaines. Et aussi la manière de façon de jouer le Niger, je dois féliciter parce qu'ils ont mis beaucoup de pression sur nous, le premier mi-temps. Et on n'a pas trouvé les clés, mais c'était aussi presque impossible de jouer 90 minutes. C'est pour ça qu'on a demandé aux joueurs de patienter. Pour son prochain match, le Niger se déplacera au Gabon et le Burkina Faso au Congo. C'est tout pour Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.